Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir le développement des lymphocytes P tout en parlant un peu de la notion de tolérance. Avant de parler des étapes de développement proprement dites, parlons des types de lymphocytes B. Il existe 3 types de lymphocytes P. Les lymphocytes B1, les lymphocytes B2 ou cellules folliculaires et les cellules B de la zone marginale. Ces 3 types diffèrent selon leur site de génération, leur site de maturation, leur niche anatomique chez l'adulte, c'est-à-dire les sites où on retrouve les populations matures de ces types, par exemple les organes lymphoïdes secondaires pour B2 et la cavité péritonéale ou pleurale pour B1, les antigènes auxquels ils répondent, leur dépendance aux signaux des lymphocytes T dans la production d'anticorps, la diversité de leur répertoire d'immunoglobulines et leur capacité à subir une hypermutation somatique et une génération de mémoire suite à une stimulation antigénique. Le développement de ces différents types de LB est différent. Celui de la population B2 passe par plusieurs étapes en commençant, tout comme les LT, par une cellule souche lymphoïde qui provient elle-même d'une cellule souche hématopoïétique au niveau de la moelle osseuse. Durant les différents stades de développement, les cellules expriment des molécules et des récepteurs de surface différents pour aboutir à une cellule B immature qui quitte la moelle osseuse et qui se dirige vers la rate pour compléter sa maturation. L'un des aspects les plus importants du développement est représenté par l'expression du récepteur des cellules B, d'abord par le réarrangement des segments de gènes D et J de la chaîne lourde des immunoglobulines, suivi par les segments V et DJ qui s'assemblent avec une partie constante, mu. Ces réarrangements aboutissent à un pré-BCR qui apparaît au stade de cellules pré-B et dans lequel la chaîne lourde est exprimée avec une chaîne légère de substitution, qui sera ensuite remplacée par une chaîne légère définitive aboutissant à une cellule B immature qui devient au niveau de la rate mature et capable de répondre convenablement à une stimulation antigénique lors d'une agression. Parlons de ces étapes de développement plus en détail. Il faut d'abord savoir que ces étapes concerneront principalement le développement du type B2 des lymphocytes P. Nous verrons quelques petites caractéristiques des autres types plus tard. Commençons par la moelle osseuse et la cellule souche hématopoïétique. En plus d'être la source des cellules souches hématopoïétiques, la moelle osseuse contient aussi des cellules souches qui peuvent se différencier en adipocytes, chondrocytes, ostéocytes et myocytes. Toutes ces classes de cellules souches nécessitent la présence de facteurs spécifiques qui permettent leur différenciation et leur développement. Ces facteurs sont sécrétés par les cellules stromales de la moelle osseuse. Ces cellules stromales ont 2 principales fonctions. D'abord, en interagissant avec les cellules souches hématopoïétiques notamment, elles permettent de les retenir au niveau de la moelle osseuse. Mais ces cellules sécrètent aussi différentes cytokines permettant aux cellules B en développement de se déplacer selon les différentes étapes de maturation d'un endroit à un autre dans la moelle osseuse et d'exprimer divers facteurs de transcription nécessaires au développement. Il faut aussi savoir que certaines de ces cellules stromales, appelées les cellules stromales mésenchymateuses, seront à l'origine des autres cellules telles que les adipocytes et les chondrocytes. Chaque stade de développement des lymphocytes B, de la cellule souche hématopoïétique jusqu'au lymphocyte B mature, est représenté par une cellule caractérisée par des molécules de signalisation, des facteurs de transcription ainsi qu'un stade de réarrangement des gènes des chaînes légères et lourdes des immunoglobulines. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, toutes les cellules sanguines proviennent d'un même précurseur qui est représenté par la cellule souche hématopoïétique, qui se divise à son tour en cellules souches myéloïdes et en cellules souches lymphoïdes. La cellule souche hématopoïétique, destinée à être un lymphocyte P, présente des facteurs de transcription particuliers qui participent aux premières étapes de développement de la lignée B. La cellule souche exprime aussi certaines molécules de surface, notamment le CD117, qui est un récepteur pour une cytokine, le SCF. Cette interaction SCF-CD117 est indispensable pour le développement des cellules MPP ou progéniteurs multipotents, qui sont des cellules qui conservent le potentiel de se différencier en d'autres lignées hématopoïétiques. La cellule MPP se différencie à son tour en cellule LMPP, qui commence à exprimer le récepteur FLT3,
qui se lie au FLT3 ligand sur les cellules stromales de la moelle osseuse, constituant un signal qui permet au progéniteur d'exprimer le récepteur de l'interleukine 7. Alors oui, cette vidéo est assez détaillée, il y a beaucoup de molécules de surface, beaucoup de facteurs de transcription. C'est pour ça que j'essaierai de faire une vidéo résumant le développement des lymphocytes T et des lymphocytes P avec beaucoup moins de détails. Mais pour le moment, reprenons. Au fur et à mesure que ces cellules s'engagent davantage vers les lignées lymphoïdes, elles commencent à exprimer les gènes qui codent pour les RAG1 et les RAG2 et les TDT. Ces protéines interviennent dans le réarrangement des chaînes du BCR. Il y a aussi expression d'un facteur de transcription qui est le BF1. L'expression de RAG1 et RAG2 définit la cellule comme une cellule lymphoïde progénitrice précoce ou ELP. Une partie de ces ELP migre hors de la moelle osseuse vers le thymus pour servir de progéniteur aux lymphocytes T. Le reste constituera les progéniteurs des lymphocytes P. Cette ELP se différencie à son tour en une autre cellule qui est la cellule lymphoïde progénitrice, appelée aussi cellule souche lymphoïde. Cette cellule peut toujours donner des cellules NK, des cellules T ou des cellules dendritiques. Cette CLP va recevoir des signaux grâce au récepteur de l'interleukine 7 qui favorise la survie des cellules et qui augmente la production de l'EBF1 dont on a déjà parlé et d'autres facteurs de transcription nécessaires aux étapes de différenciation des lymphocytes P. À mesure que cette CLP mûrit, la chromatine contenant le locus des immunoglobulines devient de plus en plus accessible et la cellule approche du point à partir duquel elle est engagée définitivement dans la lignée des cellules B. Parlons maintenant des étapes de développement des lymphocytes P après engagement de la cellule souche lymphoïde. Tout commence par une cellule pré-pro-B qui exprime à sa surface le récepteur B220 ainsi que des taux plus élevés de BF1, facteur de transcription, le BF1 ainsi que le 2A qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est un autre facteur de transcription, se lie au gène de l'immunoglobuline, favorisant l'accessibilité au locus DJ de la chaîne lourde et prépare la cellule pour le premier réarrangement. Ce facteur de transcription permet aussi l'expression d'autres protéines, notamment les immunoglobulines alpha et bêta, et les autres gènes qui codent pour le pré-BCR. Dès que le réarrangement des gènes D, AJ commence, la cellule est considérée comme une cellule pro-B précoce. À ce stade, un autre facteur de transcription est exprimé, le PAX5, qui est indispensable à la recombinaison des gènes V et DJ. À ce stade aussi, il y a expression des protéines de transduction IgA et bêta qui feront partie du pré-BCR. Au stade de pro-B tardif, la plupart des cellules auront déjà initié la recombinaison des segments de gènes V à DJ de la chaîne lourde mu, qui est achevée au début du stade précoce des cellules pré-B. Durant le stade de cellules pré-B, il y a expression du pré-BCR composé de la chaîne lourde réarrangée, d'une chaîne légère de substitution, ainsi que des protéines de transduction IgA et IgBêta. Il faut savoir que la chaîne lourde est de type mu. Comme pour les cellules T, l'expression de ce pré-BCR à la surface de la cellule va initier une signalisation intracellulaire qui assure la prolifération des cellules pré-B, mais aussi l'exclusion allélique des gènes de la chaîne lourde d'immunoglobulines, c'est-à-dire que le chromosome qui a contribué en premier à former la chaîne lourde du pré-BCR va supprimer le réarrangement de gènes dans l'autre chromosome. Cela signifie que la plupart des individus auront plusieurs cellules qui exprimeront la même chaîne lourde, mais chacune aura une chaîne légère différente. À la fin de la prolifération, le pré-BCR est perdu de la surface cellulaire, la cellule entre dans le stade de petite cellule pré-B ou stade de pré-B tardif. À ce niveau, il y a initiation du réarrangement des chaînes légères qui commence d'abord sur l'un des chromosomes de la chaîne kappa, suivi de l'autre. Si aucun réarrangement de la chaîne kappa ne réussit, le réarrangement est tenté sur chacun des chromosomes de la chaîne lambda. La cellule réarrange donc les gènes en liant les segments V et J ensemble, puis en les assemblant avec un segment C constant, formant la chaîne légère. Lorsque le réarrangement est réalisé avec succès, le récepteur IgM est exprimé à la surface de la cellule, c'est le stade immature des cellules B. Cet IgM constitue avec les Ig alpha et bêta
le BCR. Si la cellule n'arrive pas à réarranger le gène de l'immunoglobuline de la chaîne légère, elle meurt, mais comme la cellule a la possibilité de tenter un réarrangement sur 4 chromosomes distincts, ainsi que la possibilité d'une modification des chaînes légères dans le cas d'un réarrangement improductif, la plupart des cellules pré-B qui ont réussi le réarrangement de la chaîne lourde évolueront en une cellule immature B.